Deux chiffres s'opposent et fissurent une certitude que l'on croyait inébranlable, révélant un écart brutal entre ce qui se reconstruit et ce qui menace encore de s'effondrer. Nakami renaît après des mois d'attaques, mais chaque victoire expose une question plus lourde que les bilans officiels n'osent l'admettre, une tension que même les analystes les plus prudents ne parviennent plus à masquer. Comment mesurer ce basculement alors qu'Ibrahim Traoré devient, malgré lui, le point autour duquel se réorganise tout un territoire en mouvement? Un souffle sec prévient qu'un pas décisif s'approche déjà. Comprendre Nakami ne revient plus à examiner une simple zone de conflit, mais à mesurer jusqu'où une nation peut inverser une trajectoire que beaucoup jugeaient irréversible. La promesse de ce récit tient dans un seul point: révéler comment un territoire longtemps décrit comme perdu parvient à redevenir un espace où l'on travaille, où l'on enseigne et où l'on respire à nouveau. Ce que l'on gagne en clarté ici, c'est une lecture précise des dynamiques qui transforment un front poussiéreux en laboratoire politique, un lieu où les décisions se mesurent moins, en discours qu'en route rouverte, et en village qui recommence aussi à parler haut. Mais derrière chaque amélioration visible, une mise en jeu beaucoup plus risquée se dessine. Celle d'un pays qui choisit de reconstruire sans attendre les garanties extérieures. Et si cette autonomie fragile devenait, soudain, la ligne qui sépare la stabilité d'un nouveau basculement, c'est cette tension, porteuse d'espoir et de péril, qui guidera la suite, car elle conditionne chaque avancée observée sur le terrain. Deux faits, placés côte à côte, suffisent à renverser la perception habituelle. Entre janvier et mars 2025, plus de 60 attaques ont frappé Nakami. Et pourtant la région commence à rouvrir ses marchés, comme si une mécanique inverse s'était déclenchée sous la surface. Cette contradiction apparente signale un glissement plus vaste, un mouvement que même les observateurs sceptiques n'avaient pas prévu. La visite du Premier ministre Remalba John Emmanuel Ouédra au camp du général Tiyoko Mark Gurango a cristallisé ce changement. Il n'est pas venu pour un discours de façade, mais pour marcher dans la même boue que les soldats, qui défendaient encore des villages où l'on chuchotait la nuit. Sa présence, dépourvue de cérémonie, a envoyé un message simple. L'État ne parle plus d'en haut. D'en haut, il avance au même rythme que ceux qui risquent leur vie. À Nakami, anciennement Centura Est, cet acte prenait une dimension particulière. Ce territoire, autrefois agricole et animé, était devenu un couloir de peur, où les routes silencieuses rappelaient la fragilité de chaque foyer. Cependant, la bascule ne se lit pas seulement dans les gestes politiques. Elle apparaît dans les détails. Un convoi qui circule à nouveau sur une route reprise aux insurgés, un agriculteur qui sème sur des terres défrichées depuis quelques semaines, une institutrice qui déverrouille une salle fermée depuis 2 ans. Ces scènes discrètes forment la matière première d'une reprise qui ne dépend ni d'annonces spectaculaires ni de caméras officielles. C'est dans cette dynamique que la figure d'Ibrahim Traoré devient un point d'ancrage. Pas en héros abstrait, mais comme la référence silencieuse d'un pays qui tente de réapprendre la continuité après des années d'interruption brutale. Dans les bases de Tenko, les soldats, les VDP et les administrateurs se réunissent autour des mêmes cartes, cherchant à reconstruire en même temps qu'ils défendent. Au-dessus d'eux, les drones patrouillent, et sous leurs pas, la reconstruction avance comme une respiration encore hésitante, mais réelle. Pour saisir ce que signifie réellement la reprise de Nakami, il faut suivre ceux qui la vivent à hauteur d'homme, là où les lignes stratégiques deviennent des visages et des gestes concrets. Un premier cas l'illustre clairement. Dans un village repris il y a quelques semaines, une enseignante a rouvert une salle de classe fermée depuis 2 ans. Les enfants entraient en silence, comme s'ils craignaient que le bruit puisse réveiller l'ombre d'une menace encore tapie dans les collines voisines. Pourtant, au fil des minutes, leurs voix ont rempli l'air, rappelant que la normalité peut revenir par de simples portes qui s'ouvrent. Un second exemple apparaît sur une route où les convois circulaient autrefois sous haute tension.
Un agriculteur y transportait des sacs de semences vers une parcelle qu'il croyait perdue. Les sillons, encore marqués par la sécheresse et les passages d'insurgés, redevenaient un espace de travail grâce à une présence militaire discrète mais déterminante. Ces micro-victoires ne sont pas spectaculaires, mais elles constituent l'ossature de la transformation en cours. Dans ces scènes, Ibrahim Traoré apparaît en arrière-plan comme une référence implicite, un repère pour ceux qui tentent de stabiliser leur vie sans attendre des solutions extérieures. Son approche, mêlant proximité, autonomie locale et reconstruction progressive, semble davantage inspirer les actions quotidiennes que les discours officiels. Au camp de Tenko, soldats, VDP et administrateurs travaillent désormais dans une logique commune, cherchant à consolider chaque îlot de sécurité pour qu'il devienne plus qu'une parenthèse fragile. À travers ces trajectoires individuelles, une réponse se dessine déjà. Ce qui change Nakami, ce ne sont pas les mots, mais les liens qui se retissent pas à pas. Le déclenchement n'a pas commencé par une annonce officielle, mais par un déplacement qui a pris tout le monde de court. Lorsque le Premier ministre Remalba Jean-Emmanuel Ouédra est entré dans le camp de Tenko sans cérémonie, l'atmosphère a changé instantanément. Les soldats, encore marqués par des mois de poussière et de fatigue, se sont redressés comme si la présence d'un responsable civil à leur côté rendait soudain leurs efforts visibles. La visite n'était pas un geste symbolique, car elle ciblait délibérément Nakami, une région qui cumulait les attaques, les villages incendiés et les marchés vidés. C'est là que les premières fissures de la peur ont commencé à s'ouvrir. Ce déclencheur s'est amplifié lorsqu'il a annoncé de nouveaux véhicules, de meilleurs drones et une coordination renforcée entre les forces régulières et les volontaires pour la défense de la patrie. Les VDP, fils et filles de la terre, carnaient l'ultime ligne de proximité. Leur intégration plus structurée a créé une onde immédiate, donnant aux villages isolés un sentiment de présence renforcée. Sur certaines routes, les convois ont recommencé à circuler, signe tangible d'un territoire qui refusait de céder davantage. Dans les champs abandonnés, les agriculteurs sont revenus avec des outils rouillés, convaincus que la fenêtre de sécurité, même fragile, justifiait une reprise du travail. Ce moment marquait le point où la peur cessait d'être un horizon fixe. Le point culminant est arrivé quelques semaines plus tard, lorsque plusieurs camps insurgés sont tombés à l'aube. Les drones, patrouillant comme des sentinelles silencieuses, avaient guidé les unités hostiles au sol vers des positions longtemps jugées imprenables. Un jeune commandant a prononcé 7 mots. À la radio, nous luttons pour le droit au retour. Et la phrase s'est répandue à travers le pays comme une traînée de poudre. Dans les villages, les habitants sont sortis dans les rues, brandissant des drapeaux et chantant d'anciennes chansons révolutionnaires. Les observateurs internationaux, arrivés plus tard, s'attendaient au chaos. Ils ont trouvé des points de contrôle tenus par des unités locales, des routes en réparation et des civils retournant dans leurs fermes. Ce contraste surprenant a donné une crédibilité nouvelle aux efforts de stabilisation. Dans ces heures décisives, la figure d'Ibrahim Traoré s'est imposée comme le fil directeur d'une stratégie visant à lier défense et reconstruction. Son idée d'une souveraineté construite depuis la base, relayée par les discours et les actions, donnait un sens commun aux initiatives éparses. Là où certains voyaient une campagne militaire, d'autres percevaient une tentative d'écrire un modèle durable, capable d'exister sans dépendance extérieure. Cette logique a transformé l'opération en un moment pivot qui dépassait les enjeux immédiats. La réverbération s'est étendue bien au-delà de Nakami. Dans les villages repris, les familles se rassemblaient autour de petites radios pour écouter les messages de la soirée. Les pleurs se mêlaient parfois aux prières, révélant une population qui voyait enfin une ouverture après des années de silence fort forcé. Dans les capitales étrangères, la réaction était plus mitigée.
Certains analystes parlaient d'un précédent dangereux, tandis que d'autres reconnaissaient que le terrain montrait une organisation inattendue. Pourtant, sur le sol burkinabé, le sentiment dominant était celui d'une dynamique en marche. Chaque avancée consolidait l'idée que la reconquête n'était pas seulement une affaire d'armes, mais aussi une question de confiance retrouvée. Les données disponibles permettant enfin de mesurer avec précision la portée des changements observés à Nakami et dans les zones voisines. Le premier indicateur, celui qui a le plus marqué la population, est le chiffre officiel affirmant que 72% du territoire national était revenu sous contrôle de l'État à la mi-2025. Ce pourcentage représentait beaucoup plus qu'une statistique administrative. Il traduisait la réouverture progressive de services essentiels dans des zones autrefois hors d'accès. Dans plusieurs villages, ce regain de contrôle signifiait le retour des marchés, des classes et des routes surveillées par des unités mixtes où coopéraient soldats et volontaires. Le second chiffre, issu des premiers mois de 2025, rappelait la gravité initiale de la situation. Entre janvier et mars, plus de 60 attaques avaient été frappées la région de Nakami, bouleversant l'équilibre fragile de dizaines de localités. Ce nombre n'était pas seulement une mesure de la violence. Il démontrait la pression constante que les insurgés exerçaient encore malgré les efforts de stabilisation. Les habitants l'avaient vécu comme une succession de coups portés à leur survie, et chaque tentative de reprise territoriale devait composer avec ce passé immédiat. Le troisième élément quantifiable concernait les pertes humaines, particulièrement lourdes durant cette période. Plus de 150 vies avaient été fauchées lors des attaques recensées, conséquence directe d'un territoire devenu champ de bataille quotidien. Ce total ne se résumait pas à une accumulation tragique. Il rappelait la vulnérabilité persistante des communautés situées sur les anciennes lignes de front. Là où les chiffres s'accumulaient, les familles conservaient les noms, les histoires et les absences. Ces données ne prenaient sens que lorsqu'on les reliait à la dynamique plus large impulsée par les autorités, notamment par Ibrahim Traoré. Sa vision d'une souveraineté enracinée dans les communautés locales avait permis d'élargir la mobilisation autour des volontaires pour la défense de la patrie, transformant ces groupes en relais essentiels entre défense et reconstruction. Dans de nombreuses zones, les VDP étaient devenus les premiers témoins et les premiers soutiens des habitants, offrant une présence familière qui rééquilibrait les rapports de force sur des terrains longtemps abandonnés. En parallèle, la mise en place d'un programme de drones nationaux avait modifié la cartographie du risque. Les vols réguliers au-dessus des vallées et des routes offraient une surveillance difficile à contourner, réduisant la liberté de mouvement des groupes armés. Cette technologie, adaptée aux réalités locales, devenait un outil de stabilisation autant qu'un symbole d'autonomie stratégique. Dans les centres de coordination comme celui de Tenko, les informations recueillies se mêlaient aux rapports des unités terrestres pour ajuster les opérations en cours. Les chiffres, pris isolément, donnent l'impression d'une bataille encore incertaine. Ensemble, ils dessinent une trajectoire ascendante où les efforts militaires s'accompagnent d'avancées sociales et logistiques. La reconstruction n'efface pas les cicatrices laissées par les attaques, mais elle indique un mouvement qui dépasse la simple réaction. À mesure que les données s'additionnent, elles révèlent un pays qui tente non seulement de reprendre son territoire, mais aussi de refonder sa confiance collective. C'est dans cet écart, encore fragile, que se joue la suite de la transformation burkinabé. La première thèse avancée par plusieurs observateurs étrangers repose sur l'idée qu'un modèle de sécurité fondé sur l'autonomie locale risque d'alimenter une centralisation excessive du pouvoir. Certains analystes estiment que l'implication simultanée de l'armée régulière, des VDP et de nouvelles structures administratives pourrait créer un appareil trop compact, difficile à contrôler démocratiquement. Dans cette lecture, la montée en puissance d'un leadership fort, dans un contexte de conflit prolongé, ferait peser un risque de dérive institutionnelle. Les mises en garde d'organisations internationales, notamment sur la surveillance civile ou la protection des droits humains, viennent renforcer cet argument.
La seconde thèse repose sur une logique inverse. Pour une partie des pays du Sahel, la stratégie du Burkina Faso représente au contraire un modèle de survie. Les soutiens de cette position affirment qu'un État affaibli par des années d'attaque doit d'abord stabiliser son territoire avant de prétendre reconstruire des mécanismes institutionnels plus stricts. Au Mali, au Niger ou en Guinée, des portraits d'Ibrahim Traoré apparaissent sur les murs comme symbole d'une résistance enracinée, preuve que sa démarche dépasse les frontières nationales. Pour eux, le recours au VDP, les patrouilles coordonnées et la présence directe des responsables politiques sur le terrain constituent des réponses adaptées à une menace qui ne connaît ni cessez-le-feu, ni cadre de négociation clair. La réponse à ces deux thèses se trouve dans les faits observés sur le terrain, et uniquement dans ceux-là. Les chiffres montrent que plus de 72% du territoire est repassé sous contrôle de l'État à la mi-2025, que les marchés rouvrent et que les écoles reprennent sous protection, tandis que les attaques demeurent violentes, mais rencontrent une résistance mieux coordonnée. Ces résultats ne tranchent pas définitivement le débat, mais ils montrent que la stratégie actuelle produit des effets mesurables dans les zones reprises. Quant à Ibrahim Traoré, il apparaît moins comme un contre-argument que comme la pierre angulaire d'une reconstruction dont l'efficacité dépend encore de sa capacité à équilibrer défense, autonomie locale et cohésion nationale. Un choc déplace tout. La bascule ne s'est pas produite lors d'une opération spectaculaire, mais dans un détail que beaucoup avaient d'abord ignoré. L'apparition d'une structure fonctionnelle là où observateurs et analystes s'attendaient encore à trouver le chaos. À Tenko comme à Niki, les unités locales, les troupes nationales et les agents administratifs se sont installés autour des mêmes tables, mêlant renseignement, gestion civile et sécurité quotidienne. Ce fonctionnement inattendu a surpris même ceux qui avaient suivi pas à pas la reconquête de Nakami. La révélation tient au fait que cette coordination n'était pas improvisée. Elle découlait d'une logique portée depuis des mois par Ibrahim Traoré, articulant défense, autonomie régionale et reconstruction élémentaire. Là où l'on pensait voir un pays en réaction permanente, on découvrait une matrice opérationnelle en expansion, capable d'intégrer les villages repris au fur et à mesure. Les observateurs internationaux, arrivés avec l'idée de trouver une zone fracturée, ont reconnu une organisation qui contredisait leurs prévisions initiales. Ce pivot change entièrement la lecture du conflit. La reprise n'est plus une série d'îlots isolés, mais une architecture qui tente de s'étendre, lentement mais méthodiquement. En ce qui concerne l'État, la reprise progressive de Nakami a créé un espace inédit où l'administration peut fonctionner sans se limiter à la gestion d'urgence. Les autorités, autrefois confinées aux grandes villes, redéploient désormais des représentants vers des zones longtemps isolées par la violence. Cette présence renforce l'idée que l'État ne se contente plus de surveiller de loin. Il agit, cartographie, répare et anticipe. L'effet le plus notable réside dans la transition d'une logique de survie vers une logique de stratégie, rendue possible par la coordination observée à Tenko et dans les nouveaux centres de commandement locaux. Même si les risques demeurent, la capacité de gouverner commence lentement à reprendre racine. En ce qui concerne l'économie, la stabilisation partielle du territoire a rouvert des circuits essentiels. Dans plusieurs villages, les marchés reprennent vie. Vie permettant le retour des marchands, des artisans et des agriculteurs. Les coopératives soutenues par l'État, notamment dans la transformation du coton et de la noix de cajou, créent de nouveaux emplois, offrant un début de réponse au chômage structurel. Les routes en réparation facilitent la circulation des biens, réduisant la dépendance aux itinéraires dangereux. Ces signaux, bien que fragiles, esquissent la possibilité d'une économie qui se reconstruit depuis le sol burkinabé, sans l'appui constant de financements étrangers. C'est cette dynamique qui fait craindre à certains partenaires extérieurs une autonomie économique grandissante. En ce qui concerne les populations, l'impact est le plus visible et le plus personnel. Dans les écoles rouvertes sous protection, les enfants retrouvent
un rythme d'apprentissage dont ils avaient été privés pendant des années. Les familles déplacées commencent à envisager un retour vers leurs terres, même si les ressources restent limitées. Dans les campagnes reprises, les agriculteurs recommencent à cultiver, souvent avec des outils rudimentaires, mais une détermination renouvelée. Les patrouilles mixtes, combinant soldats et VDP, donnent aux habitants une impression de sécurité plus cohérente que par le passé. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme une figure dont la ligne directrice influence directement les gestes de ceux qui tentent de reconstruire leur quotidien. En ce qui concerne la région, la transformation du Burkina Faso résonne bien au-delà de ses frontières. Au Mali, au Niger et en Guinée, l'émergence d'un modèle fondé sur la défense locale et la coordination régionale inspire de nouveaux débats sur la souveraineté. L'alliance des États du Sahel, autrefois perçue comme un pacte fragile, prend de la densité grâce aux patrouilles partagées et aux projets d'infrastructures. Les capitales occidentales, de leur côté, réagissent avec prudence, redoutant qu'une autonomie trop affirmée ne réduise leur marge d'influence. Pourtant, sur le terrain, les populations voisines voient dans l'expérience burkinabé une démonstration que des victoires locales peuvent produire des ondes régionales. L'issue de cette expérience pourrait ainsi redéfinir les rapports de force au Sahel. S'agissant d'une hypothèse de continuité, la dynamique actuelle se poursuit au même rythme, sans accélération majeure ni recul brutal. Les zones reprises restent sous contrôle grâce aux patrouilles mixtes et à la surveillance par drone, mais certaines poches d'insécurité persistent aux frontières orientales où les insurgés se regroupent selon les rapports existants. Dans cette perspective, l'État consolide ses positions, renforce les missions administratives dans les villages stabilisés et étend progressivement les services essentiels. Les marchés demeurent ouverts, les écoles fonctionnent sous protection et la reconstruction avance au gré des ressources limitées. Ce scénario réaliste repose sur la continuité plutôt que sur la rupture. Dans une vision plus lumineuse, la coordination observée à Tenko devient un modèle reproductible dans plusieurs régions, créant un réseau plus cohérent entre armées, VDP et administrateurs civils. La pression insurgée diminue, en partie grâce aux drones nationaux et aux unités d'intervention rapide déployées localement. Dans certaines zones rurales, les agriculteurs augmentent leur production, encouragés par la stabilité relative et les coopératives ouvertes depuis 2025. L'Alliance des États du Sahel renforce ces mécanismes de coopération, ce qui réduit les zones de repli pour les groupes armés. Dans ce tableau, la stratégie défendue par Ibrahim Traoré s'affirme comme un modèle régional, donnant au Burkina Faso un rôle moteur inattendu. Dans une perspective plus sombre, la fatigue sociale et économique s'intensifie, et les ressources nécessaires au programme de défense locale deviennent insuffisantes. Les insurgés, profitant de cette fragilité, reprennent l'initiative dans certaines zones déjà contestées. Les sanctions évoquées par certains acteurs extérieurs, combinées à la baisse de l'aide internationale, compliquent la reconstruction. Les écoles rouvertes se retrouvent de nouveau menacées et les routes réparées deviennent difficiles à sécuriser. Ce scénario n'implique pas un effondrement total, mais un ralentissement sévère qui pourrait peser sur le moral des communautés et fissurer la cohésion qui avait émergé dans les mois précédents. Face à ces trois trajectoires, la recommandation la plus prudente consiste à raisonner en termes de résilience modulable. Comprendre que chaque avancée n'est solide que si elle peut être maintenue sous contrainte. La clé n'est donc pas de prédire l'avenir, mais de mesurer la capacité du pays à absorber les chocs sans perdre l'élan acquis. Pour ceux qui observent la situation depuis l'extérieur, il peut être difficile de saisir à quel point les transformations de Nakami résonnent différemment selon la position sociale ou l'expérience vécue. Pour le premier groupe, celui des citadins relativement éloignés des lignes de front, ces évolutions représentent surtout une réassurance. Ils voient dans la réouverture des marchés
et la circulation plus fluide des convois, la preuve que l'État reprend de la cohérence. Ce sentiment n'efface pas les inquiétudes, mais il offre une perspective qu'il n'avait plus depuis longtemps, celle d'un pays qui réapprend à fonctionner sans s'effondrer au premier choc. Pour le deuxième groupe, composé de familles déplacées, d'agriculteurs et d'enseignants que la violence a directement touchés, l'impact est plus intime. Le retour dans les villages ne signifie pas seulement récupérer une maison, mais retrouver un rythme, une terre et une routine perdue. Chaque école qui rouvre leur rappelle que l'avenir peut être reconstruit pour leurs enfants. Chaque champ remis en culture tient lieu de promesses, même fragiles, que l'effort quotidien porte encore du sens. La reconstruction devient pour eux moins une politique qu'une pratique quotidienne. Pour le troisième groupe, celui des jeunes, des travailleurs précaires et des habitants de régions où la menace reste diffuse, la situation inspire un mélange de prudence et d'élan. Ils voient dans les programmes de formation, dans le rôle croissant des VDP et dans les discours axés sur l'autonomie, une possibilité de se projeter autrement. Dans leur regard, l'expérience burkinabé sert parfois de modèle. L'idée que l'on peut défendre et construire simultanément. Ces trois perspectives forment un prisme complexe, mais elles rappellent que les transformations en cours ne sont pas abstraites. Elles sont vécues, discutées et portées par des individus qui tentent, chacun à leur manière, de reprendre prise sur leur avenir. La reconstruction du Burkina Faso ne peut pas reposer uniquement sur l'élan des derniers mois. Elle nécessite une méthode lisible, partagée et mesurable. Le premier axe consiste à renforcer la sécurité par des réseaux locaux intégrés. Les unités militaires, les VDP et les administrateurs doivent travailler dans des cellules mixtes, chacune responsable d'un périmètre défini sur une base hebdomadaire. Leur efficacité se mesurera par la réduction des incidents signalés et la continuité des services ouverts. Cette approche, inspirée des pratiques déjà observées à Tenko et à Niki, permettrait de stabiliser durablement les zones reconquises. Le deuxième axe vise à consolider la souveraineté économique. Les coopératives soutenues par l'État, déjà actives dans le coton et la noix de cajou, doivent être élargies à d'autres filières rurales. La priorité serait donnée aux régions récemment sécurisées, où le retour de l'activité peut produire un effet multiplicateur. Les résultats se mesureront par le volume de production et le nombre de familles réintégrées dans les circuits économiques locaux. Cette orientation fait écho à la vision d'Ibrahim Traoré, qui insiste sur la nécessité de réduire la dépendance extérieure. Le troisième axe concerne la reconstruction sociale. Les écoles rouvertes doivent être accompagnées d'un dispositif de soutien communautaire, incluant des programmes pour les jeunes, associant discipline militaire et formation technique. Chaque établissement constituera un point d'ancrage pour évaluer le retour des familles, la fréquentation scolaire et la stabilité quotidienne. L'objectif est de replacer l'éducation au centre de la relance collective. Le quatrième axe, transversal, consiste à renforcer la transparence et le suivi. Des rapports mensuels, accessibles dans les zones concernées, permettraient de mesurer les avancées sans dépendre uniquement des annonces officielles. Cette pratique pourrait ancrer la confiance dans un processus qui reste fragile mais dynamique. En combinant ces étapes, la reconstruction cesse d'être un horizon lointain pour devenir une progression mesurable. Lorsque l'on regarde Nakami aujourd'hui, il est impossible d'oublier cette enseignante qui avait rouvert une salle de classe silencieuse après 2 ans de portes verrouillées. Son geste, presque ordinaire, résonne désormais comme la métaphore discrète d'un pays qui tente de replacer la vie là où la peur s'était installée. Dans ce mouvement lent et déterminé, on retrouve aussi l'agriculteur qui transportait ses semences sur une route autrefois interdite, convaincu qu'une terre peut redevenir fertile si l'on décide de ne plus céder. Ces images, modestes mais tenaces, forment la trame émotionnelle d'une reconstruction qui avance par touches, bien avant qu'elle ne prenne la forme de plans officiels. Au cœur de ce tissu renoué,
la présence d'Ibrahim Traoré agit comme une ligne de force. Non parce qu'il incarnerait une solution parfaite, mais parce que son insistance sur la proximité et l'autonomie donne une cohérence aux gestes les plus simples. La reconstruction, dans ce paysage, n'est plus une abstraction lointaine. Elle devient une manière de tenir, de rester, de continuer. Au terme de ce parcours, une évidence s'impose. Les transformations de Nakami, qu'elles soient fragiles ou prometteuses, ne prennent sens que lorsqu'elles sont partagées, discutées et relayées. Elles montrent comment un territoire meurtri peut redevenir un espace d'effort collectif où chaque geste d'un enseignant, d'un agriculteur, d'un volontaire participe à redessiner le quotidien. Dans un monde saturé d'analyses rapides, prendre le temps de comprendre ces dynamiques devient déjà une forme d'engagement. Ce récit n'a pas pour ambition de convaincre, mais d'ouvrir une perspective. Si ces questions vous interpellent, si vous souhaitez suivre l'évolution d'une région qui tente de se réinventer malgré la pression, il vous suffit de rester attentif, de poser vos propres questions, d'observer comment ces trajectoires se construisent dans la durée. Les histoires de souveraineté, de reconstruction et de résistance silencieuse ne se résument pas en quelques lignes. Elles se suivent, se commentent, se prolongent.